Alors bonjour, je m'appelle Régis Caillot, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin. Je suis assuré, on me demande d'assurer le transfert des connaissances. Je suis donc directeur éditorial. J'ai un passé de journaliste spécialisé en vin dans des journaux nationaux et puis aussi parfois internationaux. Mon rôle est bien sûr d'écrire, de rédiger, de mettre en forme le plus possible les travaux scientifiques des ingénieurs et de l'IFV et donc d'assurer le transfert des connaissances. Aujourd'hui, on va parler de changement climatique. On va surtout parler de variétés de vignes, de porte-greffes. Et on va le faire avec Olivier Llobrega, qui est ampélographe, agronome et œnologue à l'unité de Gaillac dans le sud-ouest pour l'IFV. Et moi, je le connais bien. J'ai envie de le qualifier presque d'aventurier. Voilà, des cépages. Il va en chercher partout. Il regarde. Il va vous parler. Il répondra à vos questions. Et surtout, ce que l'on veut, c'est une interaction avec le public. On n'est pas là pour asséner des choses, mais pour avoir des retours. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et j'en profiterai. On fera parler Madame Claude Vialade qui est là. On présente deux de ses vins. C'est quelqu'un qui, elle vous le dira aussi en témoignage, qui a été un des premiers domaines à planter des cépages dits étrangers en France. Et ça vaut le coup d'avoir aussi son témoignage. Voilà, pas que celui de la recherche. Donc, on va commencer par une petite introduction, juste pour vous dire que cette thématique qu'on a voulu, on s'aperçoit que le changement climatique aujourd'hui est là, est bien là, et forcément, ça a une incidence sur la culture de la vigne, avec notamment beaucoup de sucrosité dans les vins, beaucoup moins d'acidité, et on se dit comment on peut faire pour pallier à tous ces problèmes. Alors, on va dire que l'extrême diversité des variétés de vignes et porte-greffes est un des leviers qui permet de s'adapter au changement climatique. Et pour ça, on va chercher des cépages qui ont des facilités dans d'autres régions du monde pour s'adapter au stress hydrique notamment et aux fortes chaleurs. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Olivier Llobrega avant qu'on déguste et qui va vous présenter un peu ces leviers justement grâce aux variétés de vignes. Merci Régis. Donc effectivement, parmi les nombreuses solutions dont dispose la viticulture pour s'adapter à ces évolutions climatiques, et la grande diversité des variétés, c'en est un qui est assez puissant. Et donc les démarches qui existent là aujourd'hui, la première démarche, c'est de s'appuyer sur quelque chose d'existant. C'est-à-dire des variétés qui sont cultivées dans des régions qui sont connues pour être très chaudes, arides, et des variétés qui sont connues pour donner satisfaction en termes de quantité et de qualité au niveau de la production. Donc eh bien, ça s'est traduit depuis une quinzaine d'années par un peu plus de 40, si je me rappelle bien, cépages étrangers qui ont été inscrits au catalogue français. Alors c'est un acte technique et administratif qui permet aux vignerons de les planter dans les aires de culture françaises, dans un premier temps hors appellation. Après, les évolutions, on verra. Et donc, un certain nombre de cépages qui sont originaires d'Espagne, d'Italie, qui sont originaires de Grèce, de pays vraiment ou de régions très, très chaudes et arides. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un certain nombre de choses qui se posent. C'est-à-dire que ces variétés, elles sont connues dans leur région d'origine, avec leurs conditions de culture d'origine et avec les qualités qu'on demande dans les vins de leur région d'origine. Mais la transposition dans les conditions françaises différentes, qui sont quand même assez variées au niveau climatique, pédologique, etc., n'est pas forcément évidente. Elle n'est pas évidente pour plusieurs raisons. D'abord parce que ces cépages ont, même si ce terme est un peu flou, une certaine typicité qui peut ne pas correspondre avec quelque chose qu'on attend dans une région donnée. Et après parce que la tolérance ou l'adaptation aux évolutions climatiques, à des conditions climatiques, finalement, ce n'est pas un bloc monolithique, c'est un ensemble de choses, un ensemble de critères. Et ça peut concerner le cycle de la vigne. On a dit que les évolutions climatiques font avancer le cycle, autant le débourrement, très important, que la maturité. Donc ce cycle, les cépages, ils ont un cycle chacun qui est unique. C'est l'adaptation à la fois à la sécheresse et au coup de chaleur, ce qu'on appelle l'échaudage, c'est-à-dire le fait que le raisin ne résiste pas physiologiquement à des fortes chaleurs.
Et c'est deux critères différents. Un cépage peut résister à la sécheresse, mais mal à l'échaudage. Un cépage peut être tardif, mais ne pas tolérer la sécheresse, etc. etc. Et il s'y rajoute là-dessus, évidemment, la notion d'équilibre dans le produit final. C'est-à-dire son maintien de l'acidité, puisque ça c'est un critère évidemment très important. Les fortes chaleurs dégradent l'acidité. La puissance aromatique et la typicité aromatique, puisque les fortes chaleurs aussi sont capables de dégrader les arômes, et la richesse en sucre. On sait que les degrés s'envolent dans certaines appellations, sur certains cépages, et le fait d'être un petit peu moins alcoogène, avoir un chargement en sucre, comme on dit, pour les cépages un petit peu plus faible, c'est aussi un levier d'adaptation. Donc tout ça, avant de transposer directement et de dire ce cépage c'est formidable, il donne satisfaction dans une île très sèche, grecque, etc., on va le planter chez nous, il va tenir. On a un ensemble de choses à évaluer pour pouvoir le conseiller, on va dire, avec pertinence, même si les vignerons, évidemment, à partir du moment où il est inscrit, sont libres et que beaucoup de vignerons pionniers se lancent dans des plantations. Ça nous permet aussi de disposer, évidemment, de transpositions à grandeur réelle, en dehors de nos parcelles d'essai. Voilà, ça, c'est très, très important. Et une dernière chose aussi, c'est qu'à côté de ces adaptations, on a un certain nombre de critères. On ne peut pas passer à côté de la sensibilité aux maladies. On peut avoir des variétés qui sont tolérantes à la sécheresse, mais qui vont être d'une extrême sensibilité au mildiou, alors qu'aujourd'hui, on essaye par toute fin de diminuer la pression des produits phytosanitaires sur le vignoble. Vous le savez bien. Donc tous ces critères-là, ça fait qu'on ne peut pas dire qu'on a des variétés idéales qui vont cocher tous les critères. C'est très compliqué. Et donc c'est à chaque fois un compromis. Un compromis que on va essayer de voir comment il se traduit sur certaines variétés. Et pour finir ce petit discours improductif, là j'ai parlé beaucoup de variétés étrangères, en soulignant quand même que ces phénomènes de migration de cépages, ils ne sont pas nouveaux. Le Grenache, le Carignan, le Mourvèdre ont migré d'Espagne en France depuis très longtemps. L'Uni Blanc, il est bien loin de son berceau toscan. Quand on le plante à Cognac, il s'était implanté pas mal aussi dans le Bordelais au XIXe siècle. Ces migrations de cépages du sud vers le nord, qui ont correspondu à certaines époques, en particulier au Moyen-Âge avec l'optimum climatique, à des réchauffements, c'est pas nouveau. Donc c'est un phénomène qui a tendance à augmenter avec la mondialisation, on va dire, avec la mondialisation des échanges, mais c'est pas nouveau. Mais nous avons aussi un autre réservoir en dehors des variétés étrangères, on va en parler un peu puisque ça va être illustré par quelques vins. Ce sont les variétés patrimoniales françaises qui ont été délaissées depuis plus ou moins longtemps et qui dorment dans les conservatoires. Un gros travail au passage, je ne vais pas insister dessus, de conservation et d'études des ressources génétiques autochtones en France depuis très longtemps. On a un réseau de conservatoires et une armée de gens dans un réseau qui travaillent à la connaissance et à la préservation de ce patrimoine. Ce n'est pas seulement pour en faire des musées, c'est aussi parce que de temps en temps on extrait quelques variétés qui ont des caractères d'intérêt, de la tardiveté, de l'acidité, une certaine qualité. Et donc, dans les cépages autochtones des différentes régions, on a aussi un certain nombre de solutions. Et là aussi, depuis quelques années, une quarantaine de variétés patrimoniales ont été inscrites au patrimoine, au catalogue français, pardon. Ça ouvre les possibilités de remise en culture par les vignerons. On a aussi des solutions autochtones, pas seulement parmi les variétés étrangères. Voilà, donc maintenant je m'arrête parce que ça peut durer longtemps et on va commencer à déguster un premier vin et on parlera, je répondrai à vos questions. Voilà. Bon, je vous l'ai bien dit, c'est un passionné. Donc voilà, il fait ce travail-là en parcourant toutes les régions de France, d'Europe et d'ailleurs aussi. Il va même très loin parfois jusqu'en Arménie. Vous m'entendez bien là de votre côté, c'est bon? Donc là, on va déguster un premier vin. Donc une variété dite étrangère, originaire donc du Portugal, qui s'appelle le Verdeiro et qui est planté d'Espagne, pardon, je dis du Portugal, pardon, d'Espagne, vous pouvez m'excuser, et qui est planté donc dans l'Aude, dans les Corbières exactement. Et ce cépage-là, on peut voir comment il peut s'adapter justement en France. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Madame Claude Vialade qui est ici présente
Elle ne savait pas qu'on présentait son vin. Je l'ai rencontrée hier. Je lui ai dit, si vous voulez venir témoigner, bah, c'est formidable. Ça permet l'échange avec le public. Donc, on lui passera la parole là tout à l'heure. Voilà, c'est un vin. Enfin, il va vous en parler, bien sûr, Olivier, donc, qui est planté un petit peu en moyenne altitude, on va dire. Hein. C'est un cépage planté en moyenne altitude depuis à peu près 8 ans, si j'ai bien compris, qui a été planté il y a 8 ans. Et vous allez voir que ça s'adapte à une certaine fraîcheur que l'on n'a pas forcément dans cette région-là. Et vous avez vu que la couleur, c'est un beau vert pâle, hein, c'est très, très beau. Le nez est très floral, avec une belle acidité déjà au nez. C'est un vin qui est puissant en bouche, hein, qui est quand même assez puissant, avec qui se répand, qui se garde en bouche et qui en plus a l'avantage d'avoir, je trouve, une belle rétro-olfaction. Olivier, si tu veux nous dire un mot sur le Verdero notamment et sur le vin. Oui, alors le Verdero, effectivement, il est connu pour résister, être tolérant à des périodes de sécheresse, au vent desséchant, etc. Après, c'est un cépage qui a plutôt un cycle qui est plus précoce que la majorité des variétés qui sont cultivées dans cette zone-là. Donc, il a un débourrement plutôt précoce, il a une maturité qui ne fait pas partie des maturités tardives, mais avec la capacité de garder un bon équilibre et un intérêt aromatique. Alors, il y a plusieurs voilà, essais qui ont montré que c'était une variété qui était capable de produire des arômes de type thiol quand c'était vinifié en l'absence d'oxygène. C'est une variété qui est considérée comme aromatique, hein, à juste titre, et qui permet de garder un bon équilibre. Alors, je ne suis pas étonné qu'elle soit effectivement cultivée dans une zone un peu plus fraîche sur cet essai-là, parce que son cycle n'est pas un cycle tardif. Voilà ce qu'on peut dire de cette variété, quoi. Et c'est un descendant du savagnin. Au passage. Voilà. C'est le monsieur qui est là. Voilà. Bonjour. Quel type de taille est appliqué pour ce cépage-là? Là, on va demander à Madame Claude Vialade, hein, ça sera plus simple. Merci Madame Vialade. Hein. Oui, bonjour à tous. On est sur une taille haute et on travaille beaucoup maintenant sur le port retombé de plus en plus désarmant. La production est autour de 35 hectos par hectare. C'est un cépage qui est connu pour ne pas avoir une grosse fertilité sur les yeux de la base. Alors là, c'est de la technique de taille. Et donc, c'est un cépage, effectivement, qui peut avoir des très petits rendements si on le taille très court. Voilà, donc il faut un petit peu, effectivement, trouver des systèmes de taille au moins avec des baguettes de longueur intermédiaire pour avoir une fertilité correcte. Voilà. On va repasser la parole à Madame Vialade, parce qu'on va lui demander, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir votre expérience, c'est-à-dire pourquoi avoir introduit dans votre vignoble du Verdero, mais aussi de l'Albarino que l'on va déguster juste après. Madame Vialade. Bon, je vais peut-être me présenter et être obligé de parler de moi en toute modestie. Donc, je clôture une carrière sur le commerce international dans une entreprise audoise qui était le Val d'Orbieu, qui est devenu Vinadéis, qui est devenu Invivo. Ensuite, j'ai fait 5 ans de syndicalisme viticole. C'est du travail que j'ai réalisé, qui a été structuré les appellations du Languedoc avec le terroir de Boutenac, l'appellation Corbière. Et puis, j'ai monté les domaines Oriol, qui est une société exportatrice, qui est un projet politique au départ. On est dans une région, le Languedoc-Roussillon, où il y a un peu de notoriété en matière de vin. Et pour moi, il était essentiel de créer de la valeur ajoutée, de l'identité, d'exporter les vins pour faire rentrer de l'argent chez les vignerons et de pouvoir les sédentariser en milieu rural. Aujourd'hui, les domaines Oriol, c'est 12 millions de bouteilles à l'international et j'ai le redoutable privilège, c'est le dossier le plus fort et le plus sensible actuellement, de transmettre la société à un de mes fils. Un des projets que j'avais, après avoir travaillé, dégusté des vins dans le monde entier, c'était d'introduire des cépages exogènes en Languedoc. Je suis une généraliste, je ne suis pas un technicien de la viticulture, mais en matière de travail général, j'arrive à impulser des projets. Et il y avait donc un projet qui me tenait à cœur, après avoir travaillé sur les cépages mondiaux, sur les cépages autochtones comme les vieux Carignans. On a des collections de 30, 50, 50
tendage, sans tendage pour des Carignans, après avoir travaillé sur des aramons, sur des alicantes bouchées. Je voulais sur la désalcoolisation, sur les métisses. C'est du travail qu'on a réalisé avec l'INRA de Pêche Rouge, qui est né Larry Arnois, Légiodola, le Portant et le Marcelin, qui a trouvé ses lettres de noblesse en étant introduit dans la plupart des appellations, mais pas encore en Languedoc. Et il me restait un projet, c'était d'introduire des cépages autochtones. Il faut savoir que dans notre région, pour la 4e année consécutive, on a les mêmes conditions climatiques qui ont contribué à classer l'Andalousie en zone désertique. Ça veut dire qu'on a le désert à 2000 km de chez nous. Quand j'ai commencé à travailler dans les métiers du vin, sur mes propriétés, je vendangeais la 2e ou la 3e semaine d'octobre. Maintenant, c'est la 1re ou la 2e semaine de septembre. C'est-à-dire qu'en moins d'une génération, on a pratiquement récupéré 5 à 6 semaines sur les vendanges. Et j'ai vu le degré alcoolique des vins augmenter. Comme vous tous, on a vu la mode de Parker, surtannisé, suralcoolisé. Et j'étais un peu effrayé de voir que le vin qui est parti de l'alimentation partait vers un univers qui était totalement hors du nôtre. Et donc j'ai voulu faire une expérience, c'était d'implanter des cépages exogènes. À partir de là, donc, on a arraché sur le château de Cicéron, vous vous rappellerez le nom sur l'appellation Corbière, sur la vallée de l'Orbieu, on a arraché le vignoble et le projet que j'ai donné aux équipes, c'est de dire voilà, on va créer un vignoble du prochain siècle économano, qui va arriver à complète maturité avec des degrés corrects, c'est-à-dire pas dépasser les 13 degrés et en économisant l'eau. Là-dessus, on s'est rapproché de la DDTM et il y a eu, je crois, 21 corps de métier qui sont intervenus. On a commencé par l'analyse des sols, une vue satellitaire corroborée par 24 carottages jusqu'à 7 mètres parce que la roche-mère affleure chez nous. Et on a adapté dans les clones, les porte-greffes et les cépages à chacune des catégories de sol. L'idée, c'était d'avoir un vignoble mécanisé, c'était d'avoir des unités de vinification d'au moins 45 hectolitres. Je ne voulais pas partir dans des tout petits pour avoir de la masse et pouvoir le commercialiser. Il faut de la masse pour vinifier un peu. Voilà. Et après les cépages, il y aurait pu en avoir d'autres. On a 5 cépages actuellement qui sont 2 blancs, Albarino Verdejo, Cabernet Franc, Marcelin et également le Grenache noir. Ce projet, tout le monde peut le réaliser. J'ai parlé de la maison de négoce pour dire tout de même que si j'ai pu financer ça sur les domaines Oriol, c'est pas sur le château Cicéron, c'est parce qu'il y a une maison de négoce à côté. J'aurais pas pu le faire en tant que producteur dans le cadre des prix que l'on a en Languedoc-Roussillon et en Occitanie. Ça aurait été difficile. Donc on a préparé les parcelles pour de la vendange mécanisée et on a fait un chai donc, dont la cuve la plus grosse fait 45 hectolitres. En matière de frigorie, c'est important. Je sublime l'existant. On n'a pas changé les choses. La cave traditionnelle qui monte à 8 mètres avec les poutres en fer, etc. Par contre, à l'intérieur, en matière de cuverie, de pressoir sous vide, de pompe péristaltique, là, on a mis le paquet parce que c'est un vignoble expérimental. On a travaillé avec les barricailleurs qui ne connaissaient pas ça. Et il faut savoir que le Verdejo, quand on l'a planté, n'était pas autorisé en France. Donc on est passé sur un protocole expérimental européen. Puis il a été introduit au vu de l'expérience de la dégustation comme vin de France. Et maintenant, il est rentré dans la catégorie des vins de pays. Le Marcelin était vin de pays. Maintenant, donc, les Bordeaux et les Côtes-du-Rhône l'ont rentré comme cépage complémentaire. Et enfin, dans les appellations languedociennes, on est en train d'ouvrir le Marcelin comme cépage complémentaire. Ce travail, c'est un travail de réflexion au départ. L'idée du projet est née en 2009. J'ai commencé à planter en 2012 parce qu'il a fallu sortir de la viticulture des porte-greffes productifs, de la viticulture capitalistique, pour donner un parti pris de longévité, de résistance de la vigne. Ce projet, tout le monde peut le faire, mais à l'époque, en 2009, je me suis fait peur, C'était pas évident. On a commencé à planter en 2012.
2012, entre 2012 et 2015. Et là, ça a été une grande école de modestie. Tous mes clients à l'international à qui j'ai fait déguster les vins me disaient « Ah oui, c'est fort intéressant, on reviendra dans 10 ans quand les vignes seront vieilles. » J'en ai de l'émotion. J'ai dit « Mais c'est maintenant qu'il faut m'aider. Dans 10 ans, je n'aurai pas besoin de vous. C'est maintenant que les vignes sont jeunes qu'il faut aider. Il faut prendre des risques. Faites-le avec moi. » Mais ça n'a pas été évident. Donc on a planté entre 2012 et 2015. On a travaillé avec les barricailleurs. Pour moi, j'adore cette osmose d'un jus très chaud dans un bois très neuf. Et là, effectivement, je me suis fait plaisir avec ce type de vin. Je vais terminer en vous disant un point. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Il faut savoir que c'est la deuxième fois qu'un organisme national me demande d'intervenir. Le premier, c'était il y a 2 ou 3 mois. C'est l'Observatoire viticole de l'Hérault, dont 2 organismes français m'ont demandé d'intervenir. Et nous avons reçu à Cicéron 83 organismes étrangers. Tout est dit. Osez, foncez. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup de votre témoignage, Madame Vialade, parce que sincèrement, pour nous, c'était important. On ne se connaissait pas. Je savais qu'il y avait des vins comme ça qui étaient plantés, enfin qu'il y avait des cépages étrangers plantés. Je savais qu'ils en avaient fait. Et je me suis dit, ça vaut le coup de présenter. Et puis la chance, c'est que hier, quand on s'est vu, Madame Vialade a accepté de venir témoigner. Alors là, on passe sur son Albarino. Voilà, on est sur une autre structure de vin, hein. Je vais laisser Olivier peut-être le commenter. Oui, juste quelques mots sur le cépage, hein. L'Alvarinho, donc c'est un cépage qui est originaire de la façade ouest, hein, de la péninsule ibérique. Alors, Galice, ou peut-être nord du Portugal. Après, au niveau des berceaux ampélographiques, les frontières des régions administratives sont parfois très poreuses et il est très difficile de dire ce cépage il est né là, parce qu'il peut être né quelque part et il peut s'être développé beaucoup bien loin. Bon, donc façade atlantique. Alors, il tourne aussi dans la famille du Savagnin. Alors, c'est pas un descendant direct de Savagnin. Le Savagnin a beaucoup de descendants dans toute l'Europe, hein. Il y a des descendants de l'Autriche au Portugal, et très différents en termes de structure effectivement de vin, hein, par rapport au Verdero. On est plus sur un vin de bouche, on est beaucoup moins au niveau du nez sur des arômes plaisants, immédiats, etc. Par contre, sur des vins qui sont plus riches, un équilibre haut, beaucoup de volume. Voilà le type, hein, de l'Alvarinho. L'Alvarinho qui a été choisi aussi par Bordeaux en expérimentation dans l'appellation Bordeaux à des fins d'adaptation, un nouveau dispositif de l'INAO qui permet de mettre en place des expérimentations, hein, dans un premier temps, mais dans les conditions réelles de l'appellation. Donc il est expérimenté à Bordeaux à partir de maintenant. Voilà. Alors Olivier a raison de préciser, hein, aujourd'hui, depuis très peu de temps, hein, finalement, en 2021, l'INAO a permis à des gens comme Madame Vialade, à des producteurs, de pouvoir mettre dans leur encépagement 5% de cépage, voilà, qu'ils souhaitent, dans un contrat qu'ils font avec l'INAO, pour expérimenter des cépages notamment étrangers et qu'on appelle donc le dispositif VIFA, donc variété d'intérêt, VIFA à des fins d'adaptation. Voilà, variété d'intérêt à des fins d'adaptation. Ce système aujourd'hui permet justement aux vignerons de s'adapter à un nouvel encépagement, d'aller tester de nouvelles choses. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, hein, en testant ces vins. On aurait pu vous présenter des vins expérimentaux que nous faisons avec de la Sirtico, avec du Nelliuccio par exemple, dans des terroirs absolument improbables, des Cévennes par exemple, qui donnent des choses très belles d'ailleurs, hein. Mais j'ai voulu en organisant la dégustation présenter des vins qui étaient faits, des vins commerciaux, donc fait vraiment par des vignerons qui ont été des pionniers, ce qui est le cas des domaines Auriol et du château de Cicéron, dont nous dégustons l'Albarino. Si vous avez un commentaire à faire, et je te laisse parler, n'hésitez pas à le faire, hein, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on échange. Et juste petit point qui n'est pas anecdotique, quand je disais que les cépages ne cochent pas forcément tous les critères d'adaptation, l'Alvarinho il a un débourrement très précoce.
On a une échelle de précocité de débourrement qui est calée sur le chasselas, qui est un cépage à cycle précoce. L'Alvarinho, il débourre avant le chasselas, ce qui le met très précoce au débourrement. La précocité de débourrement, ça expose aux gelées de printemps. Voilà. Donc les gelées de printemps, étant donné que le débourrement est sous l'influence d'une somme de température hivernale, les gelées de printemps, plus ça débourre tôt, plus au mois fin avril, on a des risques, même avant, d'avoir des gelées dévastatrices. Donc voilà, c'était un exemple de l'Alvarinho qui coche beaucoup de cases en termes d'adaptation, mais pas toutes. Voilà. Merci Olivier. Il y a une question. Bonjour. Quel est l'enjeu de la malolactique sur les vins comme ceci, dans une région où il fait assez chaud quand même, et on peut essayer de se dire aussi que pour garder un vin vif, on veut essayer de bloquer une malo, ou en tout cas la limiter pour cela. Est-ce que du coup sur ces vins-là, vous pensez que c'est un enjeu particulier, notamment dans la région qui est quand même plutôt chaude Merci. Alors, c'est un enjeu technique, clairement, puisque le malolactique fait tomber l'acidité globale, etc., mais change aussi le profil du vin. Donc là, moi, je suis un peu gêné pour répondre, parce que le choix, il est dans les mains du vigneron. Quel type de vin il veut faire? Un vin avec plus de rondeur et un peu moins d'acidité, avec des arômes aussi qui évoluent. Alors, c'est vrai que la malolactique, c'est un enjeu, c'est une question que se posent tous les vignerons, là, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique. Des régions où on faisait typiquement la malolactique, eh bien, il y a des évolutions qui commencent à se voir. On continue même à faire la fermentation malolactique sur certains blancs dans des contextes où les acidités ne sont pas très élevées. Je n'ai pas de réponse technique à cette question, c'est un choix vigneron. Voilà. Alors là, c'est Olivier qui va vous commenter le vin, parce qu'il est vraiment à l'origine avec le domaine qui est présenté. C'est le domaine Plaisance-Pénavert, donc dans le sud-ouest. Et c'est un cépage un peu étonnant, vous allez voir, qui est ressurgi, je dirais, du catalogue, justement pour l'adaptation au changement climatique. C'est le buisselet blanc. C'est un 2021 que nous dégustons, comme les vins précédents d'ailleurs. Et je laisse Olivier vous en parler et vous le présenter, parce que c'est une belle histoire, quoi. Voilà. Alors, je vais essayer de faire très court. Le buisselet, jusqu'en 2008, c'était uniquement un nom dans la littérature. On n'avait pas de cépage en collection original qui s'appelait buisselet. Alors, c'est un cépage originaire du sud-ouest qu'on trouvait uniquement mentionné sur le vignoble de Fronton. Et même sur une toute petite, au départ, qui était une sous-appellation, on va dire une petite appellation du vignoble de Fronton, qui est l'appellation Villaudric, quand il y avait des appellations d'origine simple avant des AOVDQS. Bon. Et en fait, ce cépage, c'était un nom. Et en collection, on n'avait rien. On avait quelques feuilles d'herbier dans la collection nationale. Et un jour, au détour d'une conversation avec un vigneron, il m'a dit « Mais j'ai un voisin, il a une parcelle, elle a plus de 100 ans, et il me dit qu'il y a du buisselet dedans. » On a dit « Alors, c'est typiquement le genre de choses qui nous intéresse. » Donc, on est allé voir. Et effectivement, au milieu de... Je crois que j'en ai identifié 22 ou 23 cépages dans cette parcelle, avec le monsieur qui me disait « Elle est là depuis la Révolution française », ce qui était un peu exagéré, je pense. Mais il y avait des souches très anciennes, ça c'était... C'est indéniable. Et il y avait effectivement cette variété qui génétiquement s'est avérée inconnue et dont les feuilles, au niveau ampélographique, correspondaient à des feuilles d'herbier qui étaient conservées depuis les années 50 avec le nom de buisselet sur la même commune. Donc on a pu mettre un nom sur cette variété, on l'a rentrée en collection et on l'a expérimenté. On a fait des petites vinifications qui ont immédiatement montré un potentiel très intéressant. Fronton, c'est un terroir très chaud qui dégrade beaucoup d'acidité. La négrette, qui est le cépage principal de Fronton, est un cépage peu acide. Et dans ces conditions-là, ce cépage s'est montré avec une belle structure acide, avec une maturité tardive, et finalement plutôt bien adapté en termes de qualité de produit, de production, de quantité aussi, à ce vignoble-là. Et là, aujourd'hui, il y a un tel engouement sur cette variété qui n'existait pas il y a encore quelques années. Bon, nous l'avons inscrite au catalogue à la demande des viticulteurs de Fronton, après quelques années d'essai. Et aujourd'hui, Fronton est en train de mettre en place finalement une appellation. Alors c'est l'objectif à long terme, parce que créer une appellation, c'est long, mais veut développer une appellation Fronton blanc, alors qu'à ce jour, elle n'existe pas. C'est le Fronton, ça n'existe qu'en rouge et en rosé. Et une appellation monocépage autour de ce cépage emblématique, identitaire, qui avait quasiment disparu, le buisselet. Voilà, donc le cheminement d'une variété qui n'existe pas, finalement, ou à part dans la bibliographie sous forme d'un nom, à une variété possiblement d'ici quelques années peut-être structurant une nouvelle appellation, c'est une trajectoire qui est quand même pas banale. Voilà.
Alors, à ce jour, j'ai écrit un article. Ouais. À ce jour, il y a très peu de vignerons, puisque le temps aussi de multiplier le matériel végétal, hein, ce qui nous sert à multiplier le cépage, partant de quelques souches dans une vieille parcelle, etc., en passant par les étapes de multiplication. Il n'y a que quelques vignerons qui produisent du buisselé. Vous en avez un des premiers, il y a quelques vignerons pionniers. Mais là, aujourd'hui, c'est parti. Il y a des plantations assez importantes sur le vignoble de Fronton. Voilà. Alors, ça prend combien de temps de multiplier du matériel végétal? Quand on part de quelques souches, il faut déjà s'assurer de leur état sanitaire. Donc, on a une phase de mise en collection, d'observation. Ensuite, on installe des petites vignes qui vont servir à démultiplier à partir de peu de souches. Hein. Donc, il faut compter, on va dire, quand on veut aller vite, entre 5 et 10 ans pour avoir une masse de greffons, hein, de bois permettant de multiplier dans de bonnes conditions sanitaires, c'est-à-dire avec les contrôles sanitaires à chaque étape pour ne pas multiplier des bois virosés. Il faut entre 5 à 10 ans avant de commencer à avoir une production significative de bois qui permettent de répondre à la demande. Ça fait quelques années que les viticulteurs de Fronton sont frustrés parce qu'ils veulent en planter et qu'il n'y a pas assez de bois. C'est la première année où enfin on a des parcelles qui arrivent en production pour satisfaire tout le monde. Voilà. C'est une excellente question parce qu'effectivement, c'est toujours le pas de temps de la recherche et c'est un vrai enjeu. Et souvent, c'est au plus vite 10 ans, et c'est souvent 15 ans. Voilà. Et donc après, on le voit, nous, sur les variétés résistantes aux maladies cryptogamiques de la vigne, notamment mildiou et oïdium, que l'on a produit avec l'INRA, c'est des cycles qui font 20 ans. Voilà. Et donc, les vignerons attendaient avec impatience ces cépages résistants aux maladies. Et on a vu en 2018 notamment, même si ce n'est pas l'objet du sujet là aujourd'hui, mais c'est sur quand même les variétés de vignes, on a vu en 2018, dans une année très très dure d'un point de vue mildiou, dans les parcelles qui étaient des parcelles de variétés résistantes, avec juste parfois sur 1 hectare, 1 point de mildiou sur une feuille, et c'est tout. Alors que partout ailleurs, c'était atteint. Donc vous voyez, c'est de la recherche qui met du temps, mais une fois qu'on y arrive, c'est à la disposition des vignerons. C'est le travail de l'Institut français de la vigne et du vin d'intégrer tous ces cépages-là, de les créer et de les inscrire, les faire inscrire au catalogue officiel, voilà, des vignes cultivées en France. Olivier en parlera 100 fois mieux que moi. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, grâce au travail qui a été fait par tous les partenaires de la sélection vigne, dont fait partie l'IFV, les chambres d'agriculture, des organismes en Charente, etc. Il y a 20 000 individus différents qui sont conservés aujourd'hui dans ces conservatoires, et donc que les vignerons peuvent aller rechercher justement pour adapter leur vin au changement climatique notamment. Donc c'est un travail qui est fait, qui est souvent ignoré, donc on en profite aussi pour le dire, quoi. Voilà. Hein, sachez que le pas de temps de la recherche, c'est long, mais au moins derrière, il y a 20 000 individus différents. C'est pas fait exprès, mais figurez-vous que le buisselé est aussi un descendant de Savagnin. Donc on a présenté 3 cépages. C'est vrai que le Savagnin a une grande famille, hein, il a été extrêmement développé depuis le Moyen-Âge au moins, hein, c'est un cépage très ancien, et il a beaucoup de descendants dans les pays viticoles. Donc le buisselé, et on a même trouvé son deuxième parent, qui est trouvé dans le Piémont pyrénéen, qui s'appelle le plan de Cosette, parce que c'est juste rapidement, parce que c'est un pied qui a été retrouvé dans une parcelle, sans nom. Le propriétaire qui avait hérité de la parcelle ne savait pas, voilà, le propriétaire s'appelle Monsieur Cosette. Alors dans ces cas-là, on l'appelle le plan. Il n'a pas de nom, on l'appelle plan 2 du lieu dit, du nom du propriétaire, etc. Voilà, et donc on a un cépage anecdotique qui s'est marié avec le Savagnin pour donner le buisselé. Voilà. Oui, j'ai une question. Une question, oui. Oui. Allez-y. J'aurais voulu savoir, par rapport au buisselé, le terroir et le porte-greffe qui sont les mieux adaptés, s'il vous plaît. Alors, le buisselé apparemment s'épanouit bien dans les terroirs graveleux. Hein. Il y a beaucoup à Fronton, c'est les terroirs qui sont constitutifs de l'appellation. Hein. Limonaux, graveleux, sont des terrasses, anciennes terrasses du Tarn. Il n'y a pas encore beaucoup de plantations, même quasiment pas du tout dans des argilo-calcaires. Il n'y a pas de raison qu'ils s'y sentent mal. Hein. Simplement, c'est un cépage qui a une forte acidité. Donc c'est le niveau de maturité dans les terroirs où le régime hydrique est plus régulier, etc., qui peut répondre. Après, au niveau porte-greffe,
il ne faut pas trop forcer sa vigueur. C'est une variété qui a tendance à être assez vigoureuse. Donc des porte-greffes de vigueur modérée sont en général bien adaptés. Voilà, on ne cherche pas trop à aller forcer la vigueur du buisselet, ce n'est pas la peine. Voilà. Madame Bialade le précisait tout à l'heure, on vendange maintenant de plus en plus tôt. On a réduit le temps des vendanges de 4, 5, 6 semaines. On sait que chaque cépage, pour arriver à maturité, doit avoir des heures d'ensoleillement, des 1300, 1400, 1500 heures, 1700 heures pour du grenache. Et on se demande comment, en vendangeant 4, 5, 6 semaines plus tôt, on peut avoir le cycle végétatif arrivé à terme, les maturités phénoliques arrivées à terme. Oui, ça c'est effectivement le problème, c'est qu'on a ce qu'on appelle la maturité technologique, c'est un mot que j'aime pas, mais enfin la maturité, l'équilibre sucre-acide qui arrive à équilibre avant que les pellicules soient mûres quand on parle de raisin rouge, et surtout que la maturité des tanins soit optimale. Donc cette disjonction des deux types de maturité du raisin, c'est un énorme enjeu en termes de réchauffement climatique qui pose des problèmes, par exemple dans le sud-ouest que je connais bien au Tanat, qui est un cépage très alcoogène, qui charge du sucre, qui reste très acide, etc. Mais dont les pellicules nécessitent beaucoup de temps avant d'être mûres. Sinon, les tanins sont extrêmement durs. Le tanat, ça vient de là. Voilà. Donc, c'est un problème. Là non plus, je n'ai pas forcément de réponse. Le but est de retarder au maximum, de tenter de retarder cette évolution. On peut retarder l'évolution sucre-acide en contrebalançant par une irrigation modérée, par exemple, qui permet de limiter un petit peu la dégradation de l'acide, par exemple. Mais à ce jour, c'est vrai que c'est un enjeu. Donc, l'idée aussi, c'est de mesurer ces choses-là et de trouver des cépages qui ont des cycles un petit peu de maturation des tanins et de maturation technologique qui ne sont pas si disjoints que le tanat, par exemple, qui est un exemple un peu caricatural, quoi. Voilà. Un tanat, pour que les pellicules soient mûres, aujourd'hui, certaines années, il est à 18 degrés, quoi. Voilà. Vous voulez faire un commentaire, Madame Bialade ? Le choix des cépages au départ était multiple. C'est une question personnelle, mais c'est également adapté au cycle de maturation. On aurait pu aller prendre des cépages en Italie. Le fait qu'on soit de proximité avec l'Espagne et le Portugal, avec une communauté de salariés de l'agriculture qui est portugaise, nous a enclin à aller davantage vers l'Espagne et le Portugal. Le Verdejo vient du Portugal. Et effectivement, le choix du cycle fourrière au cours a été un point important. L'implantation, et encore une fois, c'est c'est à partir du sol qu'on a fait le travail. C'est véritablement un travail d'amendement et les vignes sont suivies. Enfin, je n'aurais pas porté le projet jusqu'à un tel résultat maintenant si on n'avait pas travaillé avec Marc Dubernay, avec qui j'ai appris mon métier. C'est le laboratoire Dubernay. Là, il y a Mathieu et puis il y a la Covibi qui nous fait tout le travail de suivi, qui ont fait les analyses de sol et on commence au travail de l'analyse des sols. Pour nous, c'est extrêmement important et le cycle fourrière. Mais après, le choix des cépages est multiple. Mais on suit les vignes en matière de culture, on suit les vignes, on suit la maturité foliaire à tous les niveaux pour arriver à cette expression des cépages. Ceci dit, de mon expérience, mais vous pourriez me le corroborer, on a toujours de très très belles expressions de cépages quand il souffre, c'est-à-dire quand il est implanté en limite haute de sa zone géographique. Et c'est ce qu'on a dans les Corbières. On est sous influence méditerranéenne. On a toutes les brumes marines qui arrivent par la vallée de l'Aude et la vallée de l'Orbieu. Elles sont stoppées au niveau de Cicéron. Après, la Larique, c'est un climat continental, mais on est encore sur des fraîcheurs marines qui sont extrêmement importantes. Et c'est cette jonction, véritablement, entre le terroir et les conditions climatiques qui nous amène à un mode de culture spécifique pour arriver à cette expression. Merci. Il y avait une question là-bas aussi. Merci Madame Bialade. Hello. Just to ask. Juste pour vous demander si vous savez quel serait le résultat de la culture dans un sol sablonneux. Quels seraient les résultats?
Non, je ne sais pas, dans un sol sablonneux, je ne sais pas exactement. Sur la culture du verdero dans des sols sableux, je sais qu'en Espagne, il est cultivé sur parfois des arènes un peu acides, mais en France, il y en a 15 hectares recensés seulement à ce jour, donc pas beaucoup de références sur sol sableux. Non. Après, bon, c'est quand même un cépage à cycle précoce. Peut-être que les sols sableux qui ont tendance quand même à avancer un petit peu les maturités, c'est peut-être pas, on va dire, intuitivement comme ça le terroir le mieux adapté, quoi. Voilà. Juste en commentaire sur le buisselet, on sent quand même qu'il y a une certaine puissance, une belle acidité. C'est très aromatique, je trouve, un peu fermentaire sur cet aspect-là, sur cette cuvée-là en particulier. Mais si quelqu'un veut faire un commentaire, parce que c'est pas tous les jours que l'on déguste du buisselet, donc si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, on le prendra volontiers avant de passer au prochain vin qui va vous être servi maintenant. Puisqu'on change de registre et on va passer sur un rosé qui est donc un Nieluccio qui est fait en IGP Saint-Guilhem-le-Désert et qui est du Val Montferrand à côté de Montpellier. C'est le domaine Saint-Clément à Saint-Clément-des-Rivières et ça porte un très joli nom d'ailleurs. Ça s'appelle Petit Soir d'été. C'est donc un rosé 100% Nieluccio, donc cépage italien, de 2021. Alors, le Nieluccio, il s'appelle Sangiovese en Italie. Il y a pas mal de Nieluccio en Corse. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un problème ? Moi, j'ai un problème de goût de... Est-ce que vous pourrez changer, Michael, s'il vous plaît ? Cette partie-là, le vin était bouchonné. Si on peut en servir une autre bouteille. Ah ouais, alors... Voilà. Oui, alors c'est un cépage qui a un cycle long, c'est-à-dire qu'il a un débourrement précoce, toujours ce problème de débourrement précoce pour certaines variétés, mais une maturité qui est très tardive. Alors comme c'est un cépage à grosse baie, avec un rapport jus-pellicule qui n'est pas en faveur de la concentration tannique, les vins, c'est pas les tanins, quand on fait des vins rouges de Nieluccio, c'est pas les tanins qui les caractérisent, c'est plutôt un équilibre, une rondeur. On a de grands vins de Nieluccio, mais il ne faut pas chercher la puissance tannique, c'est pas sa marque de fabrique, les grosses baies. Et par contre, effectivement, il est souvent valorisé en rosé parce que les équilibres en rosé sont très très satisfaisants dans les régions chaudes, avec un bon maintien d'une base acide. Voilà. Alors, le Nieluccio, on en recense à peu près 2000 hectares. J'ai regardé un peu les chiffres en France. Voilà. Donc, je tiens à préciser que le domaine Saint-Clément à Saint-Clément-des-Rivières, donc dans l'Hérault, c'est à côté de Montpellier, est un domaine qui est en HVE 3. Ils font beaucoup d'efforts sur l'utilisation des intrants, sur une viticulture plus raisonnée, voire bio. Et simplement pour vous dire que il fait 12 degrés d'alcool potentiel. C'est quand même assez incroyable. Vous avez remarqué la très belle acidité que l'on peut trouver dans ce vin. Alors moi, je dirais que c'est un vin d'apéritif, mais c'est aussi un vin qui a une structure pour faire tout un repas. Repas méditerranéen aussi, bien sûr. Et c'est assez intéressant parce que cette acidité-là, bien normalement, on ne la retrouve pas sur certains rosés qui sont faits dans cette région-là. On a des rosés qui sont généralement un peu plus lourds. Voilà. Il faut aller en Provence pour trouver des acidités comme celle-ci. Si tu as un mot à dire, je t'en prie. Est-ce qu'il y a un commentaire dans la salle à propos de ce Nieluccio ? Moi, je tiens à dire qu'on a fait un vin d'expérimentation qu'on a présenté dans un salon à Béziers donc en novembre dernier. Je faisais une dégustation. Ce Nieluccio, il vient de chez un autre pépiniériste qui a des vignes mères, 150 hectos à l'hectare. Il ne s'occupe pas de ses vignes.
On a fait une vinification pour la première fois depuis 10 ans, alors que le cépage était là, les vignes mères étaient là. Et on a un vin, mais alors qui a été qualifié absolument extraordinaire, Nieluccio, extraordinaire, vraiment, 150 hectos par hectare. On voit bien que si c'était conduit correctement, ça donnerait un vin magnifique. Et alors, on avait des vignerons présents de la région à côté de Béziers qui ont dit on en veut absolument, on veut en planter. Voilà. Alors, c'est une variété effectivement qui peut être très productive. C'est pour ça que souvent elle est taillée court, à Courson, parce qu'elle est fertile et généreuse, voilà, avec des grosses baies. Donc, je propose qu'on passe au prochain vin, qui sera le dernier vin, qui est un rouge. Je vais vous laisser la surprise. Je vais quand même en parler un petit peu. C'est toujours le domaine Saint-Clément, à Saint-Clément-des-Rivières, qui est donc dans l'Hérault, et qui est un vin absolument original, dans la mesure où c'est du Touriga national, donc vin portugais. C'est le vin qui fait le Porto, de la vallée du Douro, et qui est assemblé avec un petit verre d'eau. Petit verre d'eau, céplage emblématique aussi de Bordeaux, qu'on appelle le Mister 5%, le 5%, parce qu'on l'ajoutait toujours 5% dans les assemblages bordelais. Le petit verre d'eau, c'est un vin qui donne vraiment un côté très tannique au vin, et qui est absolument formidable, que des vignerons aujourd'hui, des pépiniéristes vignerons font à 100%. Alors vous allez déguster ce vin-là, vous allez voir, il s'appelle Elixir, 50%, je vous dis, Touriga National, 50% petit verre d'eau. Ça donne, c'est élevé avec un passage en barrique neuve quand même, pendant 12 mois. Voilà. Et c'est un vin qui est sur des sols argilo-calcaires, avec un microclimat, m'ont-ils dit, je les ai vus hier, ils sont exposants ici, vous les trouverez en hall 4 E413 si vous voulez déguster d'autres vins, et ils sont sur les bords du Lez, donc, et il y a des entrées maritimes qui rentrent, qui favorisent, me disent-ils, voilà, une viticulture, enfin, du moins une maturité différente. Voilà. Alors, deux petits mots sur les cépages. D'abord, le Touriga National, qui est emblématique au Portugal, qui est considéré depuis longtemps comme la variété vraiment prépondérante dans la qualité des bons vins rouges portugais. C'est une variété qui, jusqu'à présent, bizarrement, bien qu'elle soit connue depuis très longtemps comme étant très qualitative, c'est peu exportée, a été peu plantée en dehors du Portugal. Voilà. Mais elle a toujours été repérée comme ayant, les Portugais eux-mêmes le disent, c'est pas faire injure, dire un style bordelais. C'est-à-dire une variété tannique, tardive, à maturité plutôt fruits noirs, des fruits noirs en pleine maturité, et des tanins qui sont capables de bien vieillir. Bon, c'est aussi pour ces ensembles de caractéristiques, et parce que c'est un cépage qui est cultivé aussi en partie sur la façade atlantique, que Bordeaux a décidé, au même titre que l'Alvarinho, de le tester dans l'appellation Bordeaux pour amener toujours cette adaptation, avec toujours, c'est des petits pourcentages pour l'instant en expérimentation avec les NAO, pour voir si sur les difficultés que connaît le Merlot, qui est un cépage précoce, très alcoogène, etc., le Touriga National avec son cycle tardif et sa capacité, ça a été mesuré à l'INRA de Bordeaux, à accumuler un peu plus doucement les sucres, eh bien, ne peut pas amener une solution par rapport aux évolutions climatiques et à l'envolée des degrés, clairement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus du Touriga? Comme le petit verre d'eau aussi, cycle tardif de maturité, mais débourrement plutôt précoce. Donc toujours le problème de plus en plus prégnant des gelées de printemps. Toujours cette fameuse cépage idéal qu'on a du mal à définir, en tout cas qui répondent à tous les besoins que fait naître le changement climatique. Voilà. Alors sur le petit verre d'eau, c'est un cépage, lui, qui est très emblématique aussi de Bordeaux, même s'il avait depuis longtemps été quand même mis de côté, parce que sa maturité très tardive, là on parle vraiment de maturité très tardive, était pénalisée dans un autre contexte climatique. Donc ce petit verre d'eau aujourd'hui, il reprend beaucoup d'intérêt. Pareil, débourrement précoce, même un peu avant le chasselas. Donc toujours ce souci, parce que les gelées ces dernières années ont été assez dévastatrices pour nous rappeler l'importance de ce critère de la date de débourrement, même si quand elles arrivent tard, tout le monde a débourré, et finalement, on a des années où il n'y a pas grand-chose qui s'échappe. Donc
ce petit verre d'eau, on l'a expérimenté à plein d'endroits. Il a été planté depuis longtemps. Il a été exporté en Australie, au Chili, beaucoup au Chili, en Californie, etc. C'est un cépage qui est né, qui a été sélectionné sur la façade atlantique et qui n'aime pas la sécheresse. Pas du tout même. En période de sécheresse, on a vraiment des stress majeurs, on a des défoliations précoces et on a les baies qui se remplissent pas finalement, qui restent petites, hein, le petit verre d'eau. C'est un cépage à petite baie et finalement très très peu de jus, donc en difficulté par rapport aux périodes de sécheresse. Il y a toujours ce problème où on n'arrive pas à trouver, enfin on ne peut pas pour chaque variété dire elle est idéale dans un contexte de changement climatique parce que voilà, là il y a ce problème de tolérance à la sécheresse avec le petit verre d'eau. Voilà. Alors là, il s'ouvre un petit peu. Hein. Moi, sur la bouteille que j'ai eue, j'avais un petit côté presque foxé hein, sur le nez, mais qu'on ne retrouve pas du tout en bouche. C'est un vin quand même qui est avec des tanins fins, mais quand même qui est assez tannique. Hein. Le petit verre d'eau derrière 50%, ça veut dire des choses. Il y a des extractions douces hein, qui sont faites pendant la vinification, justement pour faire travailler un peu tout ce côté tannique. Hein. Moi, je trouve que ce sont des vins qui vont, le Touriga National notamment, hein, que peut-être on retrouvera à Bordeaux d'ici 10-15 ans, hein, voilà, et qu'on va trouver de plus en plus de toute façon dans nos vignobles, parce qu'il y a un besoin d'adaptation. Moi, je trouve que c'est dans une caractéristique des notes qui sont effectivement notes qui sont proches des vins bordelais, quoi. Et c'est pas complètement stupide d'associer Touriga National et Petit Verre d'eau, et puis de le faire, parce que je le répète, c'est quand même fait à côté de Montpellier, quoi, voilà. Donc avec des étés quand même qui sont très chauds, quoi. C'était un petit mot à dire à nouveau, pas de problème. Je voulais vous dire une petite anecdote quand même, parce que je vais le citer. Parce que Olivier, bien sûr, c'est un ami, mais aussi c'est son professeur d'ampélographie. Il y a le professeur Jean-Michel Boursicot de Montpellier Supagro, qu'on adore tous ici, et qui est vraiment un des plus grands spécialistes mondiaux hein, de l'ampélographie. Un jour, il faisait un voyage d'études en Australie, et puis les Australiens étaient très fiers de lui montrer l'Albarino qu'il développait depuis quelques années. Et puis, quand même, il regarde les feuilles et ça, et puis il me dit, mais c'est pas de l'Albarino. Les enjeux commerciaux derrière étaient énormes, puisque le vin était déjà commercialisé. Et il fait, c'est pas de l'Albarino. Il dit, non, on ne te croit pas, c'est pas possible. Il dit, bah, écoutez, je prends des bois, je les ramène à Montpellier, et puis ils sont analysés. Et c'était du savagnin, c'est ce qu'il leur disait. Donc vous imaginez derrière la catastrophe. Donc comme quoi, il faut aussi avoir des spécialistes d'ampélographie avant de planter certains cépages. Et la fin de l'histoire, c'est marrant parce qu'il y a deux histoires identiques avec la même personne, Jean-Michel Boursicot, avec deux fins différentes. Quand Jean-Michel Boursicot avait déterminé que ce qui était pris en partie pour du merlot au Chili, c'était finalement de la Carmenère, le Chili a réagi, mais la Carmenère avait disparu en France et on a fait son cépage emblématique. Les Australiens ont arraché le savagnin qui commençait à développer, qui leur donnait satisfaction en termes de commerce et de qualité de vin, et ont replanté de l'Albarino parce que ils avaient dit qu'ils vendaient de l'Albarino, il fallait absolument qu'ils plantent de l'Albarino. Peu importe, on va dire que finalement le consommateur trouvait son compte dans le fait de vinifier et de vendre du savagnin. Voilà, c'est deux démarches complètement différentes avec à la base de deux constats qui est une erreur ampélographique au départ. Voilà, avec deux façons de réagir complètement différentes. Il n'y a plus de savagnin, à ma connaissance, commercialisé en Australie. Voilà. Alors il nous reste 5 minutes, c'était les 5 minutes normalement où on devait déguster un autre vin. On a eu des problèmes de logistique. Le vin a été envoyé par les vignerons et puis il est arrivé certainement trop tard. On voulait vous en parler parce que ce sont des variétés qui sont des variétés dites anciennes. Et Olivier va quand même vous en parler, même si on ne peut pas déguster le vin. En revanche, vous pouvez aller sur leur stand, c'est le clos des Santeilles, donc dans le Minervois. Voilà, il est en hall 4 E420, pas loin du château Ciceron d'ailleurs, que vous pourrez dont vous pouvez déguster les vins, c'est juste en face.
Et sincèrement, là, c'est des assemblages qui sont faits avec du Riverinque, avec du Morastel, on dit là ou le, je ne sais plus, le Morastel qui nous vient d'Espagne, et puis d'autres cépages, notamment le Yad, moi que je ne connaissais pas, je l'ai dit franchement. Et Olivier va vous en parler parce qu'ils sont intéressants, mais le Claude Santeil que j'ai rencontré hier, avec qui j'ai un petit peu discuté, m'ont dit... on a un problème avec ces cépages, on est très heureux, mais ils sont pas plus, ils font pas de débourrement tardif, même plutôt précoce d'ailleurs, avant la Syrah, ou après la Syrah, m'a dit plutôt. Mais c'est surtout qu'ils sont heureux parce que c'est leur garantie des vins chaque année à 12 degrés. Ce sont des cépages qui produisent peu d'alcool en fait. Hein. Voilà. Je te laisse en parler. Oui, en général, disons, c'est l'illustration de l'intérêt qu'on peut avoir sur certaines variétés patrimoniales régionales qui avaient été abandonnées. Alors, les raisons de l'abandon des cépages, parfois, c'est pas monolithique. Il y a une vraie typologie. Parfois, on ne sait pas pourquoi des cépages ont été abandonnés. Simplement, ils n'avaient pas de notoriété, ils n'ont pas été replantés, faute de connaissances finalement suffisantes. Après le phylloxéra surtout. Voilà. Mais parmi les centaines de variétés qu'on a dans les collections et qui ne sont pas inscrites au catalogue, qui sont des variétés patrimoniales, certaines qui n'ont pas de nom, hein, encore une fois, il y en a qui effectivement ont des caractères intéressants, ils sont peu alcoogènes. C'est le cas de l'Oyade, qui est un frère du cinsault, ou une sœur. C'est le cas du Terré, le Terré noir, qui lui a un cycle très très tardif au niveau de la maturité. C'est un cépage qui mûrit très très tard, 4 ou 5 semaines après le chasselas, ce qui est assez considérable. Donc c'est l'illustration de l'intérêt de ces variétés. L'assemblage, eh bien, c'est l'assemblage, c'est l'art traditionnel, on va dire, des vins, en particulier dans certaines appellations. Le fait d'avoir associé différents cépages, mais toujours en cherchant cette caractéristique de degré modéré et de tardiveté pour contrebalancer un petit peu les évolutions. Voilà, c'était une démarche intéressante. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas le vin pour l'illustrer, mais bon, c'est l'occasion de placer un petit couplet sur l'intérêt de rassembler et d'étudier les ressources génétiques dont on dispose. Voilà. Voilà, bien écoutez, nous arrivons au terme de cette dégustation, de cette masterclass, parce que la dégustation, bien sûr, ça a illustré, mais il y avait un propos aussi, qui, je le rappelle, est quand même l'intérêt que la recherche fasse en sorte, que les organismes de recherche fassent en sorte de faire progresser l'encépagement pour les vignerons. Si tu as un mot de conclusion, Olivier. Juste pour terminer, il faut toujours terminer par une ouverture large. Là, on parle de ressources qui existent dans les vieux cépages traditionnels des régions, des pays étrangers, etc. Mais il y a aussi un travail de création variétale qui est en cours aujourd'hui, de croisement, avec deux grandes têtes de chapitre. La résistance aux maladies, puisque l'objectif de tout le monde étant de limiter les intrants phytosanitaires autant que possible. Malheureusement, il faut tenir compte de la réalité des maladies, il ne faut pas l'oublier quand même. Et donc, il y a une création variétale intense de croisement, d'hybridation pour obtenir de plus en plus de variétés qui soient à la fois satisfaisantes au niveau qualitatif et résistantes aux principales maladies. On n'aura jamais rien qui résiste à tout. Mais enfin, les premières variétés aujourd'hui qui sont polygéniques, enfin qui sont solides au niveau des résistances mildio-oïdium, ça permet une diminution de 80% des traitements. Ce n'est pas l'épaisseur du trait, on est sur 80% de réduction des traitements. Donc c'est pas rien. Mais aussi, l'autre domaine qui est travaillé, c'est évidemment tous ces aspects de tolérance aux évolutions climatiques, de contrebalancer un petit peu ces évolutions néfastes à la quantité et à la qualité du vin. Et donc, à terme, l'objectif, ce sera de cumuler dans une variété un cycle tardif, une tolérance à la sécheresse, une tolérance aux coups de chaleur et des résistances aux maladies. Donc ça ne peut se faire que ça, on parle de très long terme, puisqu'on fait des croisements. On a des marqueurs génétiques, des analyses qui nous permettent dans les descendants de dire « Ah, celui-là, il résiste à telle maladie, c'est bon, on va le garder. » Mais on n'a pas ce genre d'analyse qui nous permet de dire « Celui-là, il va tolérer la sécheresse. » Donc ça, il faut l'évaluer après par d'autres moyens. On a tout un ensemble aujourd'hui de mesures qui sont faisables, mais il faut planter des vignes et les mesurer. Donc c'est des travaux vraiment à long terme. Voilà, mais ce genre de travail est engagé un petit peu partout dans le monde d'ailleurs.